Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique. Nous sommes à Grenoble à l'occasion de la première édition des Géopolitiques de Grenoble, une initiative conjointe IRIS, Institut des Relations internationales et stratégiques, et Grenoble École de Management. Nous allons parler des États-Unis, de Donald Trump entre le premier anniversaire de sa réélection en novembre 2024 et celui de sa prise de fonction le 20 janvier. On ne cesse d'évoquer au fil des mois la rupture profonde à laquelle on assiste dans la tradition diplomatique américaine. Cela va de la dénonciation des accords multilatéraux ou de la réorientation stratégique vers un unilatéralisme assumé, à la remise en cause des alliances historiques. La politique étrangère américaine s'est redéfinie sous le sceau d'un nationalisme décomplexé, voire d'un révisionnisme, tant l'on voit les États-Unis chercher à tout prix aujourd'hui à renverser cet ordre mondial qu'ils ont eux-mêmes créé. Cette redéfinition ou ce révisionnisme a des conséquences majeures sur les équilibres géopolitiques, les rapports de force internationaux et la légitimité des institutions globales. Dans quelle mesure la présidence Trump transforme-t-elle la place des États-Unis dans l'ordre mondial et redéfinit les logiques de puissance à l'échelle internationale? Cette rupture de la stratégie américaine est-elle liée à la personnalité de Donald Trump, à l'évolution sociologique des États-Unis ou à la bascule géopolitique mondiale? Pour en discuter, nos invités, Sylvie Matelli, économiste et directrice de l'Institut Jacques Delors, son dernier ouvrage, Géopolitique de l'économie, aux éditions Erol. Bonjour. Cécile Ondoa-Abang, consultante en relations internationales et ancienne conseillère du président Macron pour l'Amérique et la prospective internationale. Bonjour. Bonjour. Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, autrice de Géopolitique des États-Unis, nouvelle édition 2025 chez Erol et la newsletter MC Géopo. Bonjour. Bonjour. Et François Clémenceau, éditorialiste international à BFM TV et à la Tribune du Dimanche, ancien correspondant aux États-Unis. Bonjour. Bonjour. Donald Trump annonce régulièrement avoir mis fin à des guerres. On va voir ce qu'il va se passer avec l'Ukraine. Il a aussi contribué à exacerber les tensions sur la scène internationale, multipliant les annonces sur des projets d'annexion visant des alliés. Le locataire de la Maison-Blanche s'est également lancé dans une guerre commerciale internationale qui force les États-Unis, comme les rivaux stratégiques, à repenser leur dépendance, non seulement vis-à-vis de la Chine, mais aussi des États-Unis. On va parler de tout ça, mais pour commencer, moi, je voudrais revenir sur ce constat, sur ce phénomène qui prévaut depuis presque un an, c'est l'occupation du terrain médiatique, voire la saturation. Comment est-ce que les uns et les autres, ça va vraiment être un échange de réflexion, comment est-ce que les uns et les autres, vous percevez cette saturation de l'espace médiatique? Sylvie Matelli. Saturation de l'espace médiatique, en effet. On ne parle que de ça depuis bien avant novembre, d'ailleurs, hein, depuis qu'il est à nouveau candidat. Je suis en train de réfléchir au fur et à mesure que je vous parle. Est-ce qu'on a désaturé l'espace médiatique peut-être quelques mois, quelques années pendant la présidence Biden? Mais Donald Trump, en homme de communication qu'il est, a toujours su occuper l'espace médiatique. Mais force est de constater que ce n'est pas que de la communication, qu'il est aussi sur tous les tableaux, sur tous les dossiers, qu'il s'agisse de l'économie, de la géopolitique ou autre. Il s'intéresse à tout et il souhaite être omniprésent partout. Donc ça, c'est un fait et force est de constater que ça fonctionne parce qu'il fait le buzz sur tous les sujets. Et ce faisant, finalement, il construit lui-même le narratif sur tous les sujets, sur tous les dossiers. Et ça, c'est particulièrement inquiétant, mais je pense qu'on va y revenir. Cécile Ondoa-Obong, votre avis sur cette question sur la saturation de l'espace médiatique par Donald Trump? Je dirais que Donald Trump est l'enfant de son temps. Il voit bien le pouvoir des réseaux sociaux et cette capacité à mobiliser l'attention en permanence. Et c'est d'ailleurs très intéressant qu'on parlait d'une forme de révisionnisme de l'ordre international qu'il ait décidé pour propager sa propre vérité, de créer son propre réseau social, trousse sociale, voilà, exactement. On parlait de saturation. Moi, je suis quand même frappée de constater qu'on n'avait pas anticipé tant que ça la réélection de Donald Trump, en tout cas dans les milieux diplomatiques. C'est mon sentiment. De la même manière qu'on ne s'était pas suffisamment préparé à son élection, j'ai l'impression que Trump 2 n'avait pas été assez anticipé et que c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on est débordé aujourd'hui. Marie-Cécile Nave.
Oui, alors c'est un sujet très très intéressant, cette question de la saturation de l'espace médiatique, parce que c'est à la fois quantitatif et qualitatif. Quantitatif, c'est vraiment l'application à la lettre de la stratégie propagandiste de son ancien conseiller, qui est toujours dans l'ombre, qui est toujours là, qui est toujours influent, qui s'appelle Steve Bannon, qui parlait d'inonder la zone, et je vous épargne la fin de la phrase. Et en fait, ça participe d'une volonté d'épuiser le commentateur, les commentateurs que nous sommes. Et ça fonctionne, je peux vous le dire. On est vraiment, en tout cas, les 6 premiers mois de la réélection, on a vraiment été, je ne vais pas parler pour mes collègues, mais en tout cas, je ne trahis pas trop les choses, je pense, vraiment épuisé pour savoir distinguer ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut commenter, ce qu'il faut décrypter de ce qui est de l'ordre de l'accessoire ou de la mousse. Et c'est la fameuse formule du sage qui montre la lune et l'idiot qui regarde le doigt. Et c'est extrêmement difficile de faire le tri. Et en même temps, il y a dans l'espace médiatique, dans l'espace politique, ici, dans des lieux un petit peu comme celui-ci, une très forte demande d'expertise qui se heurte au modèle économique du buzz, de la petite phrase, de la petite polémique, vers laquelle il nous entraîne tout le temps, lui et ses conseillers, nous empêchant ou nous dissuadant de regarder parfois les dossiers qui sont les plus importants et qui ont le plus d'impact, à la fois en termes géopolitiques et à la fois en termes de politique intérieure. François Clémenceau. Moi, je dirais que Donald Trump n'a jamais cessé, en fait, d'être un champion de la télé-réalité. Vous vous souvenez de ce show qu'il présentait à la télévision américaine, The Apprentice, où, en fait, c'était lui le décideur, celui qui avait droit à la parole, celui qui devait rester silencieux, celui qui devait être embauché, celui qui devait être licencié, celui qui devait être exclu de la communauté, ostracisé, stigmatisé. Et en fait, si vous conjuguez ça, c'est-à-dire cet art du spectacle et du spectacle méchant, c'est-à-dire celui où on règle ses comptes pour se mettre soi-même en valeur. Et si vous conjuguez ça avec ce qui est évident, c'est-à-dire une certaine forme de mégalomanie accentuée par la présidence elle-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est président de la première puissance mondiale, eh bien, on est la puissance incarnée. Et ça n'arrange pas effectivement ni la société américaine, ni évidemment les partenaires des Américains, parce que ça donne une impression absolument déformée, non seulement qu'il n'y a que lui et que tout le reste est secondaire, et deuxièmement, que quand ça ne marche pas, parce que ça arrive que le spectacle ne marche pas, parce que soit il a dit une contre-vérité qui est immédiatement relevée, soit parce qu'il introduit une politique qui est tellement controversée, eh bien qu'il se demande s'il va reculer ou pas. Et à ce moment-là, ça aussi, c'est du génie télévisuel, c'est l'art de la diversion. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une page de publicité où on passe à autre chose, ou la météo, eh bien on va inventer, ou on va tout simplement recréer une autre forme d'actualité. Et c'est ce spectacle-là qui est si déroutant pour nous, parce que ça n'a pas de logique, parce que c'est incohérent, parce qu'on passe d'un sujet à l'autre, et qu'on est obligé de vivre à ce rythme-là pour savoir à quelle sauce finalement on va devoir gérer nos propres affaires. Et donc, si on cumule ce que je viens de dire par le fait que Donald Trump vit dans un monde à la fois de réalité virtuelle, où la vérité n'est pas la vérité, et qu'en plus, celle qui existe est binaire, c'est-à-dire qu'il y a les bons et les méchants, il y a ceux qui se trompent et ceux qui ont raison, et il n'y a aucune espèce de complexité dans le monde, tous les problèmes sont simplissimes, on va les régler en 24 heures, eh bien oui, c'est ça qui fait que ce spectacle-là est particulièrement effrayant. Marie-Cécile Nave, je sais que vous souhaitiez rajouter quelque chose. Oui, une petite phrase, juste pour dire que le 28 février dernier, quand Zelensky est humilié dans le bureau ovale, dans une mise en scène prétendant de la part du président et du vice-président mettre fin à la diplomatie traditionnelle, l'échange s'achève avec une phrase de Trump qui est celle-ci: ça fera de la bonne télévision. Oui, c'est tout dire et effectivement, ça vient rejoindre François Clémenceau. Là aussi, vous souhaitez. Après, ça, on passera à autre chose. Mais vu que je suis ensemble, tous les deux, nous sommes journalistes, et c'est vrai que pour le journalisme américain, qui a toujours été un journalisme globalement assez exceptionnel dans sa quête de vérité, de recoupement des faits, d'aller chercher les bonnes sources, Donald Trump a tellement durci la façon dont il traite la presse libre, la presse indépendante, la presse d'opinion, la presse
traditionnelle américaine, qu'aujourd'hui, même le récit de la geste, de la présidence Trump devient très compliqué parce qu'il y a pour lui la presse qui a raison, c'est-à-dire la sienne, celle qu'il contrôle, celle à qui quasiment il donne des ordres, et puis il y a celle qui est fake, c'est-à-dire tous ceux qui sont contre lui sont forcément fake, disent le contraire de la vérité, et donc ça accentue eh bien, cette perplexité que l'on a tous pour savoir, mais finalement ce qu'il dit et la façon dont c'est rapporté par nos médias, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'il nous trompe, et ça, c'est aussi évidemment particulièrement préoccupant. Et pour abonder dans votre sens, François Clémenceau, on peut juste rappeler que toute l'équipe des correspondants accrédités à la Maison-Blanche, au Pentagone, dans tous les centres vraiment névralgiques de la politique américaine, eh bien, ils ont été remerciés et qu'il a fallu, pour les nouveaux venants ou arrivants, signer des papiers particulièrement complexes. C'était un document de 6 ou 7 pages. Voilà, c'est dire combien les choses ont bougé et vont continuer de bouger. Alors, pour en revenir à notre propos essentiel sur donc les États-Unis à l'heure de Trump et quelle influence sur l'ordre mondial, on peut rappeler que ce second mandat de Donald Trump finalement s'impose, on l'a dit, et Pascal Boniface, dans ses propos liminaires, l'a dit, comme un tournant dans la diplomatie américaine, marqué par la personnalisation des canaux décisionnels, la marginalisation des experts et l'affirmation d'une présidence impériale. On assiste à l'accélération de la remise en cause de l'ordre international fondé sur les règles mises en place par les États-Unis eux-mêmes après la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, j'ai cette question peut-être pour vous, pour commencer, Cécile Londeau-Haubang. Est-ce que Donald Trump accélère un mouvement qui allait de toute façon arriver, ou bien il le fait vraiment et c'est à son initiative, et là aussi sans grand plan, on ne sait pas très bien où il a envie d'aller. Pour moi, clairement, il accélère des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Il y a quelques années, au Quai d'Orsay, on a créé ce qui s'appelait alors l'Alliance pour le multilatéralisme, parce qu'on constatait justement qu'il y avait déjà ce discours sur est-ce que finalement c'est plus efficace de travailler tous ensemble pour gérer le changement climatique que tout seul. Mais il accélère et Pascal Boniface l'a très bien dit, à tel point qu'on est à un point de bascule, on est dans l'ordre du rapport de la force. Je rappelle que la Charte des Nations Unies dit quand même que les États s'abstiennent dans leurs relations internationales de la menace ou du recours à l'emploi de la force, et c'est tout le contraire. C'est tout le contraire qu'on constate aujourd'hui dans les relations internationales. Cette menace ou cet emploi est systématique. Vous parliez du Groenland, on a la conflictualité typiquement sur la Chine qui se montre de plus en plus assertive avec Taïwan. Et donc la question, c'est est-ce que Trump quelque part ne prépare pas l'avènement du Sud global? Pascal Boniface aussi en a dit quelque chose. Bouleverser l'ordre international tel qu'il a été construit par les Occidentaux pour construire quoi derrière? Est-ce que nos amis du Sud global sont prêts à reprendre le flambeau? Xi Jinping, en tout cas, a fait une démonstration de force impressionnante cet été lors du sommet de la conférence de Shanghai. Mais Trump, peut-être sans le vouloir complètement, est en train de précipiter ce basculement vers un nouvel essor du Sud. Alors, Géopolitique est à Grenoble, où se tiennent les premières géopolitiques de Grenoble, avec nos invités Sylvie Matelli, Cécile Ondoa-Haubang, François Clémenceau et Marie-Cécile Nave. Nous parlons des États-Unis. Je voudrais, avec vous, revenir sur un article de la revue Foreign Policy cette semaine, qui évoquait l'approche cavalière de l'administration Trump vis-à-vis de la règle de droit
droit et se pose la question de savoir si ça constitue pas finalement la fin d'une ère. Alors les exemples sont légion, les attaques contre les bateaux de drogue dans les Caraïbes, la désignation du leader du Venezuela comme le chef d'un cartel de drogue et dès lors un terroriste, également les menaces d'action militaire contre le Mexique, le Nigeria, peut-être le Panama et potentiellement le Groenland. Finalement, Trump pense qu'il est la loi à lui tout seul. Est-ce que, et c'est Foreign Policy qui se pose la question, est-ce que tout cela ressemble finalement, quand on parle des États-Unis, à un État voyou? François Clémenceau. D'abord, il faut dire que Foreign Policy n'est pas une revue particulièrement gauchisante. C'est même tout le contraire. C'est une revue de politique étrangère, l'une des toutes meilleures au monde, et elle est animée par des experts, des anciens diplomates, des anciens militaires, et qui se répartissent tout à fait sur le champ duel et dual de la politique américaine, à savoir entre démocrates et républicains. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, de plus en plus, dans cette revue, on découvre par la réflexion qu'il n'y a pas de politique étrangère américaine. Il n'y a pas de diplomatie américaine parce qu'il n'y a plus de diplomates précisément pour la faire. L'émission s'arrête là? Pardon? L'émission Pas s'arrête du là? tout, parce que ce qui a remplacé la diplomatie et la politique étrangère, c'est effectivement la politique personnelle de Donald Trump et du très petit nombre de complices qui sont avec lui à la tête des États-Unis d'Amérique. Et ce n'est pas une diplomatie parce qu'elle ne s'intéresse pas finalement au rapport avec le monde, avec les autres nations, avec les grands partenaires, avec les alliés. Elle ne s'intéresse qu'à elle-même, au sort des Américains d'abord, mais ce n'est pas forcément une insulte, c'est peut-être même parfois évidemment ce qui fait le propre des politiques nationales, c'est effectivement de s'intéresser d'abord à nos propres intérêts, mais sans aucune espèce d'affect pour les conséquences et l'impact que ça va avoir sur le reste du monde. Donc il n'y a pas la volonté finalement de se dire on va arranger les choses pour nous-mêmes et ça profitera à tous. C'est même tout le contraire. Il n'y a pas dans cette... j'ose même pas parler de philosophie, mais en tout cas, dans cette pratique du rapport à autrui, il n'y a même pas l'idée de gagnant-gagnant. Il n'y a qu'une seule idée, c'est si je gagne, c'est bien fait pour toi parce que tu auras perdu. Et dans ce rapport de force, qui est extraordinairement brutal, c'est soit vous êtes avec moi et on va peut-être gagner ensemble, soit vous êtes contre moi et auquel cas vous risquez de perdre avec vos amis. Donc c'est pas ça une politique étrangère. Et quand vous regardez ceux qui aujourd'hui l'incarnent dans les plus grandes crises qui soient, l'Ukraine, Gaza et d'autres, Jared Kushner, c'est un milliardaire et qui est son gendre. Steve Witkoff, c'est un milliardaire promoteur immobilier. Tom Barrack, ce sont des gens qui ont réussi là aussi dans le domaine de la finance. Ce ne sont que des gens qui sont intéressés par leur propre business. Il y a quand même quelque chose de tout à fait paradoxal, je termine par là, de voir que le Trumpisme a considéré que la mondialisation était le péché absolu, l'horreur absolue. Cette idée que parce qu'on allait faire en sorte que le commerce se répande à travers le monde, ça ramènerait forcément une forme de paix ou en tout cas de rapports amicaux entre les peuples et les nations. Lui, il pratique une forme de business où c'est soit je gagne, soit vous perdez. Autrement dit, c'est exactement le contraire. Il pense qu'il peut ramener une forme de, non pas de paix, mais de rapport donnant-donnant avec ses partenaires. On le voit par exemple sur le chapitre hallucinant des minéraux. Ce n'est pas uniquement sur l'Ukraine, c'est aussi en République démocratique du Congo, c'est avec la Chine, c'est avec tous les pays du monde qui ont les richesses de demain. Eh bien, soit elles sont pour moi et vous serez avec moi pour en profiter, soit elles seront à vous et je ferai tout pour que vous puissiez perdre dans ce jeu-là. C'est pas ça une politique étrangère, c'est certainement pas ça une diplomatie, surtout quand il n'y a plus de diplomates pour pouvoir éventuellement avoir la moindre influence. Tous les postes de responsabilité au département d'État n'ont toujours pas été fournis. Et nous sommes 8 mois après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Sylvie Matelli, je sais que vous souhaitiez intervenir aussi sur cette notion d'état voyou Ouais. que j'évoquais. Je voulais compléter ce que disait François pour que on voit bien la puissance en fait de ce rouleau compresseur qu'est Trump et toute sa politique. Quand François nous explique que l'idée c'est que les États-Unis gagnent et qu'il défend les intérêts des États-Unis, alors moi j'en suis pas si sûre parce qu'on voit aujourd'hui que ceux qui payent le prix fort, c'est ceux qu'il a défendus dans sa campagne, c'est-à-dire ce sont les ouvriers, la classe populaire américaine avec des prix de l'alimentation qui ont très fortement augmenté. Et ceux qui gagnent dans cette équation-là, c'est même pas une classe dirigeante, c'est les marchés financiers pour l'instant en partie, mais c'est Trump et sa famille. Chaque décision qui est prise rapporte des millions à Donald Trump et sa famille. C'est du concret, c'est du réel. Ils sont en train de compter les zéros pour savoir, au bout de 4 ans, si ça continue comme ça, combien ils auront gagné et quels bénéfices ils auront eu. Et dans cette logique, je reviens aussi sur une expression que tu as utilisée tout à l'heure, la puissance incarnée. Trump, rappelez-vous, se prend pour le meilleur président que les États-Unis n'aient jamais eu. Les États-Unis étant la plus grande puissance que l'humanité n'ait jamais abritée. Et donc, Monsieur Trump, il est dans cette logique que, au fond, c'est même pas il y a pas, ça peut pas être gagnant-gagnant. C'est en gros, si toi tu gagnes, c'est qu'à un moment donné, tu m'as arnaqué et moi je perds quelque chose. Et ça, c'est complètement aberrant parce que si vous regardez la mondialisation, moi je me souviens, j'avais écrit un papier il y a quelques années où je montrais que le plus grand gagnant de la mondialisation, et ça a été écrit par plein de gens, hein, mais même depuis l'entrée de la Chine à l'OMC, depuis 2001, le plus grand gagnant de la mondialisation, c'est les États-Unis. Même plus que la Chine en réalité, parce que les États-Unis ont surfé sur la croissance chinoise jusqu'à se sentir menacés dans leur hégémonie, bien évidemment. Et donc, on est dans quelque chose de totalement irréaliste, où au lieu de continuer à faire carburer un bateau qui fonctionnait, et qui fonctionnait plutôt pas mal, on est aujourd'hui à considérer que si la Chine gagne, si la Chine fait de la croissance économique ou n'importe quel autre pays, c'est que nous, États-Unis, on se fait avoir quelque part et on y perd. Et ça, c'est terrifiant parce que ça veut dire que les choix politiques qui sont faits aujourd'hui sont des choix totalement délétères pour l'ensemble de la planète, mais également pour les États-Unis. Et ce qui est symptomatique pour l'économiste que je suis, c'est qu'on ne voit pas tellement les effets aujourd'hui sur la situation économique. L'emploi, la situation de l'emploi se détériore, c'est très clair, mais malgré une inflation qui reste, alors moins élevée que ces dernières années, mais qui reste quand même significative et qui devrait encore augmenter avec les droits de douane, la population continue à consommer. Ça veut dire que le narratif de Trump convainc que tout va bien en fait et que vous pouvez continuer à y aller, tout va aller bien, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et ça, c'est vraiment un mystère, en fait, qu'on ait reproché autant à Joe Biden et qu'on accorde autant de confiance à Donald Trump aujourd'hui. Peut-être on reviendra sur les questions économiques avec vous, Sylvie Matelli. Cécile Ondoa-Obang, peut-être quelques mots sur précisément la politique de Washington aujourd'hui à l'égard de l'Amérique latine. Oui, parce que moi, je constate une nette différence entre Trump 1 et Trump 2. En réalité, pendant Trump 1, Donald Trump ne s'intéressait pas à l'Amérique latine. Les premiers mois de sa présidence, il avait beaucoup traîné à organiser ce qu'on appelle le sommet des Los Tres Amigos, donc Canada, Mexique, États-Unis. Et c'est pendant la première présidence Trump que la Chine est passé à la faveur du retrait américain, est devenu le premier partenaire commercial de l'Amérique latine. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que Trump, justement, se mobilise beaucoup sur ces territoires, mais d'une manière qui, moi, me fait un peu penser à une revitalisation de la doctrine Monroe du 19e siècle. On est un peu revenu dans cette idée d'arrière-cour et de sphère d'influence avec comme à l'époque d'ailleurs des interventions militaires américaines, un discours très offensif de Trump. Vous avez commencé à le dire sur ses interventions dans les Caraïbes contre le narcotrafic. Cette semaine encore, il a pris publiquement position sur l'élection qui est en train de se dérouler au Honduras pour dire qu'il refuserait de travailler avec la candidate de gauche qui est donnée favorite parce qu'elle était une communiste, donc avec laquelle il refusait de travailler et qu'il soutenait le candidat de droite. Donc,
Trump, à cet égard, me semble revitaliser un peu cette notion de sphère d'influence, de puissance. Voilà, on aurait la Chine et sa sphère d'influence, la Russie et sa sphère d'influence, Trump et sa sphère d'influence, hein, l'hémisphère occidental, comme on dit aux États-Unis, le Canada et l'Amérique latine. Et la question qu'on peut se poser, mais on en parlera sans doute plus tard, c'est quelle est la sphère d'influence et de puissance de l'Europe, du coup. Alors, et on peut imaginer Donald Trump aussi scruter de près, les élections ne sont pas tout de suite là, mais le Chili, qui dans 2 semaines pourrait avoir un nouveau président et possiblement d'extrême droite. Je voudrais vous relancer, Cécile Ondoa-Obang, sur le Canada. J'ai du mal à comprendre l'antagonisme qui prévaut aujourd'hui entre les États-Unis et le Canada. Pourquoi Donald Trump s'en prend-il autant à son voisin du Nord? Je dirais que justement, on n'est plus à la phase d'antagonisme. Ça, c'était pendant les premiers mois. Et vous savez, ça a fait exploser la coalition de Trudeau. L'actuel Premier ministre Carney a trouvé la manière d'être plus conciliant à l'égard de Trump. Je pense, voilà, cette semaine qu'il a annoncé typiquement que le Canada renonçait au concept de diplomatie féministe, alors que c'est un concept qu'on a beaucoup porté, nous, la France, avec eux. Ils étaient des pionniers dans cette approche et il me semble peut-être qu'on peut interpréter ça comme une manière voilà, d'être un peu un bon élève à l'égard de Trump. Donc, le rapport avec le Canada, moi, je le mettrais dans cette même logique de la sphère d'influence. Tout ce qui est autour des États-Unis doit relever de la puissance et de la décision américaine. Et on sait que parfois les Américains regardent avec un peu de haut les Canadiens. Et donc pour Trump, c'est comme une évidence que le Canada revienne dans le giron américain. On voit qu'il résiste, hein. Un peu gaulois quand même, les Canadiens. Géopolitique est à Grenoble, je le rappelle, pour la première édition des géopolitiques de Grenoble. Nous parlons des États-Unis avec nos invités François Clémenceau, Marie-Cécile Nave, Cécile Ondoa-Obang et Sylvie Matelli. Marie-Cécile Nave, je ne sais pas si vous souhaitez nous redire quelque chose sur les États-Unis et Tavoyou. En tout cas, j'aimerais peut-être qu'on dise quelques mots sur la politique intérieure pour souligner que les mois passés ont été denses et agités avec 170 décrets signés en 6 mois, le déploiement de la garde nationale dans certaines villes, une politique migratoire très agressive. On n'en a pas parlé avec l'Amérique latine, mais c'est vrai que c'est une véritable dominante dans la politique de Donald Trump vis-à-vis du sous-continent, des coupes budgétaires polémiques et des menaces vis-à-vis d'institutions majeures, renforcement du pouvoir présidentiel, politisation accrue de la justice et reconfiguration profonde du rapport entre le pouvoir exécutif et les institutions militaires. Comment tout cela a-t-il perçu, Marie-Cécile Nave? Alors, autant je rejoins François Clémenceau là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de vision géopolitique, même s'il y a des buts, hein, enrichir les milliardaires, et en particulier, effectivement, les milliardaires proches de Trump. En cela, le Trumpisme à l'international montre son vrai visage, hein. Ce n'était pas du tout un président qui avait pour objectif de servir le petit Américain, l'Américain moyen ou l'Américain populaire, pas du tout, on le voit bien. Autant en politique intérieure, tout est préparé et tout se déroule comme prévu, à peu près, parce qu'il y a quand même des petites frictions des petites fritures sur la ligne ces derniers temps. Le bateau MAGA commence à montrer un certain nombre de signes de faiblesse déclenchés par le scandale Epstein. Peut-être on y reviendra, mais c'est peut-être un peu éloigné de notre sujet aujourd'hui. Mais enfin, c'est quand même une première brèche dans le tout va bien de la politique intérieure. Effectivement, on a un agenda dans ces domaines-là, un agenda, c'est un programme de politique publique qui est extrêmement préparé et qui se déploie jour après jour de façon extrêmement mécanique, programmé par ce qu'on appelle le projet 2025, qui a donc été élaboré pièce par pièce pendant 4 ans, pendant ce que j'appelle les années Mar-a-Lago, c'est-à-dire pendant les années où Trump était
grommelé dans son coin d'avoir perdu l'élection de 2020, mais quand même, on préparait la suite. Et donc, effectivement, c'est un programme qui est profondément autoritaire, qui désigne des ennemis intérieurs, qui estime que la séparation des pouvoirs, qui est quand même au cœur de la Constitution américaine et finalement de toutes les démocraties, eh bien, tout ceci, c'est surfait et qu'il faut augmenter les pouvoirs du président, y compris en privant de ses prérogatives, notamment budgétaires, le Congrès. Le Congrès commence un petit peu, y compris chez les Républicains, à se rebeller. Et effectivement, la désignation d'ennemis intérieurs, eh bien, chaque jour est beaucoup plus vaste dans sa définition, puisqu'il s'agit non seulement des démocrates, mais aussi de tous les élus ou leaders républicains qui ne plient pas le genou devant lui, y compris chez des gens qui jusqu'ici étaient les plus fervents admirateurs, comme Marjorie Taylor Greene, par exemple, cette figure médiatique élue de Géorgie, qui a dit qu'elle rompait avec Trump à cause d'Epstein et aussi à cause de l'assurance santé, etc., parce que le vote du budget qui est en cours, même s'il y a encore des discussions à venir, eh bien, elle va priver, s'il est adopté tel quel, des millions d'Américains d'une assurance santé auquel ils ont droit depuis longtemps, y compris chez les électeurs conservateurs. Donc ça risque, dans certains territoires, de faire un petit peu de bruit, mais effectivement, on n'a pas parlé encore, mais les ennemis intérieurs de l'Amérique, pour Trump, c'est pas seulement les opposants politiques, c'est aussi les scientifiques, les universités. Les universités, voilà l'ennemi, dit J.D. Vance. A dit J.D. Vance il y a quelques années, donc le vice-président. La menace contre la liberté académique, c'est-à-dire la liberté de chercher, la liberté de publier, la liberté d'enseigner. Les journalistes, d'une manière générale, qui sont remplacés à la Maison-Blanche, pas seulement par des journalistes, mais par des podcasteurs, par des streamers, par des gens qui ont leur propre chaîne YouTube et qui ne sont pas des journalistes pour la plupart d'entre eux, mais qui lui prêtent allégeance. L'objectif, c'est évidemment, comme ça a été dit un petit peu, finalement de donner tous les pouvoirs à un petit cercle de gens qui pourraient s'enrichir, qui pourraient faire fi des règles démocratiques, des règles de droit, et qu'on va retrouver dans un certain nombre de domaines économiques qui ont aussi leur influence à l'international. Et ça joue énormément en ce moment dans les discussions avec l'Europe, qui est le monde de la tech, le monde de l'intelligence artificielle, puisque l'Europe est dans des discussions extrêmement compliquées sur la tech aujourd'hui avec les États-Unis, avec cette volonté de ne pas déréguler autant que le voudrait Trump et surtout Vance, mais bon, tous les gens de la tech. Et ça s'entrechoque avec les pressions militaires sur l'Ukraine. Tout ceci est lié. Et donc, il y a des résonances entre la politique étrangère et la politique intérieure, en particulier sur ces questions économiques et autour de la tech. On reste quelques instants sur la politique intérieure et finalement, la ville de New York a fait un mauvais cadeau à Donald Trump, François Clemenceau, en votant pour le démocrate Zoran Mamdani. Est-ce que d'après vous, cette élection et cette victoire marque finalement un moment clé de la politique américaine? Et ensuite, peut-être pour revenir à la question de politique étrangère, il serait intéressant de se pencher sur le retour de l'influence religieuse conservatrice dans la politique étrangère américaine. François Clemenceau. Alors, l'élection de Mamdani à New York, de mon point de vue, c'est pas un non-événement, mais ça n'a rien de fondamental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que New York n'est pas l'Amérique, que c'est vraiment un monde à part en Amérique, encore une fois, New York, ça n'est pas uniquement Manhattan, c'est effectivement le Queens, le Bronx. C'est la ville la plus nombreuse, la plus peuplée des États-Unis d'Amérique, mais pour autant, une élection à New York ne fait pas une élection américaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que le même jour, vous aviez des élections organisées partout ailleurs aux États-Unis. C'était un Tuesday vote, et vous aviez deux élections de gouverneurs, notamment dans le New Jersey et en Virginie, et les deux femmes qui ont été élues gouverneurs sont des démocrates bien plus centristes, pour ne pas dire bien plus à droite que Mamdani, avec des positions qui sont centrales au sein du Parti démocrate et qui font d'elles finalement des femmes qui sont à la fois parfaitement capables de reconnaître la réalité de certaines dérives aujourd'hui au sein du Parti démocrate, et notamment ce que certains appellent le wokisme, et qui
est considéré par les centristes comme étant quelque chose qui leur fait du mal, parce qu'évidemment, ça permet aux conservateurs de dire « Regardez à quel point ce parti s'est extrémisé, il est devenu totalement gauchiste », alors qu'en fait, non, le Parti démocrate, il a toujours été centriste, en tout cas dans notre regard d'Européens. C'est un parti qui se situe bien plus proche des LR et du centre droit en France que de la gauche. Et donc, c'est cette dualité-là, c'est pas une guerre, c'est pas un conflit, mais c'est quand même une sorte de division au sein du Parti démocrate entre l'aile gauche, qui est aujourd'hui incarnée notamment par Mamdani, et l'aile centriste, qui reste majoritaire aux 2 tiers au sein du parti. Oui, c'est une possibilité, effectivement, pour Donald Trump d'enfoncer un coin dans ce parti-là pour pouvoir, lors des prochaines élections, investir des candidats aux primaires de son propre parti qui seront bien plus attachés à défoncer tout ce qui peut apparaître comme étant gauchisant, wokiste, et assimiler les autres membres du Parti démocrate à cela, en disant « Regardez, c'est les mêmes », alors qu'en fait, pas du tout. Et la deuxième chose que ça traduit, c'est que il y a aujourd'hui une grande hésitation. Quand vous parlez aux Américains, notamment ceux qui vivent dans la capitale américaine, qui elle aussi n'est pas l'Amérique, mais tout de même qui travaillent au quotidien au service du gouvernement américain et au sens large, hein, dans les think tanks, dans les universités, dans les centres de recherche. Et vous entendez un mot maintenant qui revient, mais de plus en plus souvent, et pas dans la bouche des gauchistes ou de l'aile gauche du Parti démocrate, mais dans la bouche des démocrates, qui disent que le mot fascisme n'est plus un gros mot. Ça n'est plus une insulte, ça n'est plus quelque chose que l'on sort comme ça parce qu'on est énervé, mais parce que ça traduit ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est-à-dire une dérive de l'autoritarisme, du rapport aux autres, du fait qu'on s'assoit sur les lois, on s'assoit sur le Congrès, on dégomme les juges qui ne sont pas d'accord, on les remplace, on laisse libre cours à toutes les pensées les plus malsaines, on tape sur les femmes parce qu'elles sont femmes, on tape sur les minorités parce qu'elles sont minoritaires et que ce sont pour la plupart des boucs émissaires, sans parler de l'antisémitisme qui est beaucoup plus prégnant aujourd'hui, il faut le dire, dans une partie de la droite américaine qu'à gauche. Et tout ça est quand même particulièrement malsain et donne à penser que dans les 3 ans qui restent de cette présidence, ça ne peut que s'aggraver si personne n'y met un frein d'une façon ou d'une autre. Les juges essayent, la presse essaye, mais on voit bien à quel point c'est insuffisant et qu'il y a comme un flot assez dévastateur et que Trump n'a certainement pas envie d'arrêter. Moi, je crois que très rapidement, mais je crois que il y a quand même des signes de fragilité aujourd'hui dans l'écosystème MAGA, Make America Great Again, qui sont moins dus à la force de l'opposition, qui effectivement, hein, tout à fait, hésite entre plutôt l'aile gauche et puis l'aile centriste, mais à cause de rivalités qui sont en train de se jouer. Alors l'affaire Epstein est vraiment dévastatrice, hein, pour la crédibilité de Trump par rapport à sa base la plus fervente, mais aussi parce que l'après-Trump est déjà en train de se jouer. Et donc la concurrence pour prendre la suite, eh bien, est en train de se concrétiser avec J.D. Vance, qui est plus ou moins déjà un peu en campagne pour 2028. Et puis, la mort de Charlie Kirk a réveillé un certain nombre d'appétits pour prendre la place de cet influenceur qui avait vraiment une audience très importante, notamment auprès de la jeunesse. Et donc, on voit dans cet écosystème qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement influent et qui a eu un rôle majeur dans la réélection de Trump, qui est le monde des streamers, des podcasteurs, d'extrême droite, tendance néo-nazie, on pourrait dire, eh bien, une volonté d'aller encore plus loin que le courant Kirk, avec quelqu'un comme Nick Fuentes, par exemple, qui est pour le coup un néo-nazi affirmé, admirateur d'Hitler, etc. Est-ce que les MAGA vont aller vers là et être encore plus extrêmes, et on a l'impression que Vance, il est un peu dans cette mouvance-là, ou bien est-ce que on va rester dans ce qui nous paraît, à côté de ça, presque raisonnable, hein, c'est la fenêtre d'Overton, hein, ce qui nous paraît presque raisonnable mais qui ne l'est pas, qui est plutôt l'héritage de Trump. Donc il y a encore une dérive encore plus grande vers l'extrême droite qui est peut-être en train de se jouer dans la perspective de 2028, mais il me semble que l'écosystème Trump, l'écosystème MAGA, est fragilisé moins par l'opposition démocrate que par ses propres rivalités internes.
Et avant 2028, il y aura les élections de mi-mandat de 2026 dans un an finalement, qui sera évidemment très intéressant de suivre. L'économie, Sylvie Metelli, il y a quand même pas mal de choses à dire sur les enjeux économiques de la présidence et de la politique de Donald Trump, les risques et les opportunités pour les États-Unis et pour le monde finalement. C'est pour démarrer sur la question économique, il y avait un contre-pouvoir dans le domaine économique, c'était la Réserve fédérale qui tenait jusque-là et qui finalement a cédé alors quel était l'enjeu. L'enjeu, c'était de lutter contre l'inflation et pour lutter contre l'inflation, de maintenir des taux d'intérêt élevés. Et les taux d'intérêt ont été annoncés à la baisse et vont baisser dans les mois qui viennent, ce qui devrait encore plus stimuler une inflation qui est déjà pas mal réactivée par les droits de douane, puisque, comme ça a été souvent dit, les droits de douane, ils sont d'abord payés par le consommateur et c'est véritablement ce qu'on observe aujourd'hui. Alors l'économie, on a parlé tout à l'heure de mondialisation, c'est effectivement là que ça se joue. Et on est encore dans cette équation. La mondialisation, c'était l'idée, avec toutes les limites qu'on connaît là-dessus, c'était l'idée que la concurrence, la compétition, l'ouverture, l'échange international peut être gagnant-gagnant. Et malgré, encore une fois, toutes les limites de la mondialisation et la montée des inégalités, le changement climatique en sont des limites bien évidentes et qu'on perçoit au quotidien, il n'empêche qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité une période de telle prospérité où un si grand nombre de pays, dont ces pays que l'on qualifie aujourd'hui de Sud global pour un certain nombre d'entre eux, enfin un certain nombre de ces pays du Sud global, ont bénéficié de cette mondialisation, sont devenus des pays émergents et puis, à l'image de la Chine, des puissances, alors des grandes puissances dans le cas de la Chine et des puissances moyennes, mais en tout cas des puissances qui comptent aujourd'hui, y compris dans les relations internationales et pas que sur les marchés et l'économie. Et donc c'est un petit peu tout ça que bouscule Donald Trump, avec quelque part plusieurs objectifs à sa politique. Le premier objectif, c'était de restaurer le pouvoir d'achat de la population américaine et donc de le faire en baissant, voire en supprimant les impôts et de faire payer ces impôts-là. Après tout, il n'est pas normal que cette puissance incarnée, cette première économie de la planète paye des impôts qui, au final, permettent de maintenir un ordre économique ou politique et géopolitique international. Donc, c'est aux autres de payer les impôts et le niveau de vie des États-Unis, donc les droits de douane, donc la guerre commerciale, bien évidemment. Effectivement, l'argent commence à rentrer, mais il n'empêche que cet argent rentre, mais c'est un jeu de vase communicant, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la population américaine, et en particulier les classes populaires, payent le prix fort de ces droits de douane. Donc, en réalité, ça n'est pas une baisse d'impôts, c'est des transferts de masse au détriment d'une certaine partie de la population. Le deuxième objectif de Donald Trump, c'était de déconstruire cet ordre international dont il considère que, encore une fois, comme il y a plein de gens qui ont gagné, plein de pays qui ont gagné dans cet ordre économique international, c'est forcément qu'à un moment donné, les États-Unis ont perdu quelque chose. C'est tout à fait contestable, mais c'est la vision de Donald Trump. Donc, on est sorti d'un certain nombre d'organisations internationales, très probablement dans les mois ou les années qui viennent de l'OMC, ou en tout cas, on fera tout pour que l'OMC ne fonctionne pas, l'Organisation mondiale du commerce, etc., etc. C'est une arnaque. Le droit international, les organisations internationales, pour reprendre les mots de Trump, c'est une arnaque et les États-Unis se sont fait avoir. Et puis, le troisième objectif de Trump, c'est de créer ou recréer une relation de domination. Donc, on a parlé des zones d'influence, on a parlé des pays, mais il n'y a pas que ça. La grande puissance qu'est les États-Unis, dirigée par le meilleur président qu'ait jamais connu ce pays, doit logiquement s'imposer et tout le monde doit reconnaître et faire allégeance à cette puissance extraordinaire et à ce génie qui la dirige. Et là encore, on négocie des deals. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est des deals de mafieux, puisqu'en réalité, l'objectif du deal, c'est aussi de faire gagner la personne qui négocie, sa famille et ses proches. Et on est sur cet élément-là. La crainte qu'on peut avoir légitimement, c'est que cette mondialisation repolarisée, reconstruite, ça a des conséquences certes géopolitiques, mais ça va très probablement avoir des conséquences économiques importantes. Alors, il y a
peut-être des conséquences à court terme avec les bulles spéculatives qui sont en train d'être renforcées du fait de ces choix. On le voit hein, sur les marchés financiers, sur le digital, ils se sont tous alignés derrière Donald Trump parce qu'à court terme, ce qu'ils ont vu, c'est leur intérêt, c'est la dérégulation qui leur permet de faire tout et n'importe quoi. Et la dérégulation, je vous rappelle que c'était l'une des principales causes de la crise de 2008, c'est-à-dire on prend tous les risques puisqu'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limite à cette prise de risque. Donc ça, c'est pour les marchés financiers, c'est aussi valable pour le numérique. Et je crois que là aussi où les marchés financiers et les acteurs du numérique sont alignés sur Donald Trump, c'est qu'il affaiblit la Chine quelque part. En tout cas, ces secteurs-là, il a une obsession pour le dollar et les stablecoins, les monnaies, les crypto-monnaies et tout son travail sur les crypto-monnaies rejoint ça. Et finalement, en voulant finalement préserver le dollar, il affaiblit aussi les monnaies qui pourraient y faire concurrence. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là. Ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est que cette fragmentation de la mondialisation, ce repli sur soi, outre peut-être la crise financière qui s'annonce et que beaucoup commencent à prédire dans les mois qui viennent, on est aussi dans une dynamique de ralentissement de la croissance économique et de ralentissement très probablement structurel, puisque la croissance économique que nous avons connue a bénéficié de la mondialisation et que si on revient sur cette mondialisation, si on la redéfinit, on ralentira très fortement cette croissance avec tous les effets pervers qui vont avec, bien évidemment, sans parler du manque d'investissement dans les infrastructures, dans la lutte contre le changement climatique, etc. Mais voilà, on attaque pour des mauvaises raisons, on attaque tous les piliers de ce qui faisait l'économie mondiale de ces dernières décennies. Alors, risque de crise financière, Sylvie Matelli l'évoquait. J'ai cette dernière question avec un échange attendu entre vous. Il y a des mots qui sont beaucoup revenus au cours de cette émission. C'est domination, force, menace, pression. Finalement, d'après vous, quel risque pour la stabilité internationale, Cécile Ondoa-Obang? Moi, je voudrais dire tout d'abord, et c'est un peu un désaccord que j'ai avec Pascal Boniface, et je le disais à mes étudiants de l'IRIS, puisque j'enseigne aussi à l'IRIS, c'est que je ne suis pas sûre qu'on ait tant de marge de manœuvre que ça avec la première puissance mondiale. Moi, j'ai été négociatrice sur les États-Unis, et je peux vous dire que quand on se retrouve en phase 2, c'est toujours extrêmement compliqué. Donc, Madame von der Leyen a probablement abattu les meilleures cartes qu'elle a pu. Moi, je pense que ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir ce que nous, Européens, en fait, on va avoir. Je crois qu'on va faire. Je crois qu'on partage le diagnostic. La question, c'est comment nous, on avance à un moment où, justement, ces alliances traditionnelles, celles qu'on avait avec les États-Unis en particulier, sont remises en cause. Et je crois que c'est là qu'il va falloir être malin pour peut-être arriver, l'Europe, à redéfinir une forme de smart power. Les Américains, Trump, finalement, est en train de renoncer à ce qui a fait la force aussi des États-Unis pendant si longtemps, l'American Way of Life, le soft power. Comment nous, on peut reprendre le flambeau sur ça? Comment nous, Européens, on peut le faire? Et ça n'est pas une question si simple, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs territoires sur lesquels on croyait avoir une influence naturelle. Hein. Je pense par exemple au terrain africain où pourtant on recule. Et là, je veux dire que la réalité, c'est qu'on ne peut pas se le permettre. Si les alliances sont déséquilibrées, si les échanges sont déséquilibrés avec des puissances telles que les États-Unis, c'est le moment, plus que jamais, de les redéfinir avec ces nouveaux acteurs émergents qui montent, ceux de l'Amérique latine, ceux de l'Asie et ceux de l'Afrique. Et même Trump, justement, dans son hubris, il va vers les Africains dans l'intérêt des minéraux stratégiques, etc. Sur le continent africain, on voit que la Russie monte et monte. Donc, on doit vraiment être à ce moment où on se demande, nous, Européens, comment on redéfinit notre sphère et nos moyens d'influence et de puissance. François Clémenceau. Je suis tout à fait d'accord avec Cécile sur la force malheureusement insuffisante des Européens pour pouvoir lutter à armes égales avec les États-Unis d'Amérique. Je pense que tant qu'on n'a pas encore la maîtrise de ce qu'on
de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une forme d'autonomie stratégique par rapport aux États-Unis. Ça va prendre énormément de temps, mais tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas jouer le bras de fer de façon absolument égale. En revanche, on a parfaitement les moyens de lutter contre le Trumpisme, non pas sur le sol américain ni avec Donald Trump, mais en Europe. C'est-à-dire de lutter contre toute cette frange aujourd'hui présente dans chacun des pays, des 27 pays de l'Union européenne, et qui aujourd'hui font des scores absolument plus qu'honorables, entre 10 et 40%, voire quand ils ne sont pas directement associés au pouvoir. Et ce Trumpisme-là, à la sauce européenne, mais avec exactement les mêmes ferments idéologiques, les mêmes références philosophiques, les mêmes ambitions, c'est-à-dire de vouloir incarner au pouvoir une rupture par rapport à l'ordre ancien, que ce soit celui de nos démocraties, celui du libéralisme, celui du vivre ensemble. Eh bien ça, si on ne prend pas en main cette capacité de lutter intellectuellement, politiquement, culturellement contre cela, alors là, oui, effectivement, l'Union européenne, je ne parle pas des institutions, je parle des pays, des démocraties qui forment l'Union européenne, risque de devenir eh bien, exactement l'équivalent de ce que aujourd'hui les États-Unis de Donald Trump. Marie-Cécile Nav, en quelques secondes. Oui, je voudrais aller dans le même sens et dire que quand même en Europe et d'une manière globale et les pays séparément, on a quand même énormément d'atouts qui peuvent, s'ils sont bien utilisés et mis en avant, être un contre-pouvoir face aux États-Unis. Enfin, si on est, la régulation, tenir bon sur la régulation de l'IA et de l'Internet, c'est quand même très très important. C'est vraiment un enjeu démocratique et de défense de l'État de droit qui sont absolument majeurs et qui peuvent faire de l'Europe un pôle d'attractivité d'autres pays dans le monde. Et quand Vance vient en Europe nous insulter là-dessus par 2 fois la même semaine, c'est aussi parce qu'il craint ce pouvoir-là. On est aussi le premier marché économique mondial. Et la baisse d'influence qu'on a pu avoir ici ou là dans le monde, je pense par exemple à la baisse de l'influence de la France en Afrique, ça n'a rien à voir avec Trump. Merci Marie-Cécile Nav, on aurait pu prolonger parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, le temps qui nous était imparti arrive à échéance. Marie-Cécile Nav, je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'IRIS et autrice de Géopolitique des États-Unis, nouvelle édition 2025 chez Erol et de la newsletter MC Géopo. Sylvie Matelli, économiste et directrice de l'Institut Jacques Delors, votre dernier ouvrage Géopolitique de l'économie aux éditions Erol également. Merci aussi à Cécile Londoa Abang, consultante en relations internationales et ancienne conseillère du président Macron pour l'Amérique et la prospective internationale, et François Clémenceau, éditorialiste international à BFM TV et à la Tribune du dimanche. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Jade Coury à Grenoble pour cette géopolitique de Grenoble et Mathias Golchani à Paris. Vous êtes bien sur RFI, l'actualité se poursuit et tout de suite le journal. Je crois qu'on peut applaudir. Voilà, bon, merci infiniment et d'avoir été aussi silencieux. Je crois qu'on aurait pu entendre une mouche voler, mais je crois que c'était important de façon à ce que vous puissiez entendre, et j'espère qu'en haut de l'amphithéâtre, vous avez pu suivre intégralement toutes les interventions de chacun. Je vous propose maintenant, eh bien, qui vont circuler, de poser des questions. Peut-être qu'on regroupera les questions par 2, 3, voire 4. Et ensuite, si elles s'adressent à quelqu'un en particulier, vous le signalez. Ce qui est bien aussi, c'est que vous ayez la gentillesse de vous présenter. C'est toujours agréable de savoir d'où vous venez et ce que vous faites. Et je rappelle aussi que on vous invite à poser des questions davantage que faire des commentaires. Merci beaucoup. Ça permet aussi qu'il y ait plus de questions qui soient posées et donc davantage de réponses. Merci. Première question, Donald Trump, vous en avez parlé. Aux États-Unis, il y a l'armée, il y a les vétérans qui sont assez puissants. Et quelles sont les relations, comment ils réagissent-ils? Et quelles sont les relations entre l'armée, les vétérans et puis Donald Trump? Est-ce qu'ils sont contre ou ils sont d'accord? D'abord, Donald Trump a pris soin, dès son arrivée le 20 janvier à la Maison-Blanche, de licencier
et le mot est poli, pratiquement tous les chefs de l'armée américaine, tous les chefs d'état-major, les uns après les autres, parce qu'il les considérait comme étant suspects de ne pas être suffisamment loyaux à son égard. Il faut dire que, rappelez-vous ce qui s'était passé à la fin de son premier mandat. Il avait dû se faire escorter par le chef d'état-major de l'époque sur la place Lafayette, au pire moment des manifestations face à son refus de reconnaître le résultat des élections. Et donc, oui, il vit dans cette peur d'affronter des militaires qui ne seraient pas d'accord avec lui dans la chaîne de commandement. Et donc, ils sont aujourd'hui tous remplacés. Et à ce stade, depuis le 20 janvier, ceux qui ont été nommés, pour l'instant, fonctionnent avec lui sur les grandes interventions militaires. Hein. C'est pas comme si les États-Unis s'étaient entièrement renfermés. Non, l'armée américaine est présente. Elle est présente, là, on l'a dit, en Amérique latine, dans les Caraïbes, avec une menace d'intervention sur le Venezuela et ou la Colombie. Elle est présente à la frontière mexicaine, même si ça n'est pas son rôle. Elle est présente sur le territoire même américain pour des missions de police, ce qui n'est pas son rôle. Elle est présente évidemment au Proche-Orient et peut-être avec un rôle qui sera un peu plus accru si jamais le plan de paix sur Gaza va à terme. Et elle est présente évidemment alors de façon beaucoup plus discrète dans la zone où Donald Trump souhaite qu'elle soit beaucoup plus visible, c'est-à-dire dans la zone Asie-Pacifique, où là, le prochain bras de fer à venir, on attend sa rencontre avec Xi Jinping, mais effectivement, c'est de mettre en scène une pression militaire dans cette zone-là pour faire comprendre à Xi Jinping jusqu'où il peut ou ne pas aller, et notamment dans le rapport à Taïwan. Une autre question? Oui, de mon côté, peut-être. Je me lève? Peut-être vous levez, voilà, comme ça on vous voit mieux. Et puis, si vous pouviez avoir la gentillesse de vous présenter. Oui, je me présente. Bonjour, déjà merci beaucoup pour pour les interventions et le sujet, c'était super intéressant. Je m'appelle Valentin Vizocchi, je suis étudiant à GEM en PGE, en L3. Et j'aimerais savoir, j'ai des questions sur l'idée de diversion. Je ne sais plus si c'était Monsieur Boniface ou si c'était de vous que c'était venu, mais je voulais savoir si le Trumpisme à l'américaine, à l'européenne, pardon, si c'était une forme de diversion pour surcharger encore plus les médias européens et si c'était pour vous faire encore plus avoir des maux de tête. Et j'aimerais savoir aussi, quand vous dites combattre le Trumpisme à l'européenne, comment on s'y prend en fait, comment on fait? Merci. Quand je parlais de diversion, c'était pour parler de sa façon à lui, Donald Trump, de faire en sorte qu'il y ait chaque jour, on puisse parler de lui sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais uniquement pour rester au centre de l'actualité à tout prix, parce que l'actualité c'est lui, le show c'est lui, la politique c'est lui, tout doit passer par sa propre personne. C'est une forme de culte de la personnalité via la télévision, mais pas que, et les réseaux sociaux bien sûr. Et donc, lorsque ça ne fonctionne pas, on le voit très vite parce que l'information est instantanée, c'est un peu comme chez nous, et bien à ce moment-là, pouf, on fait diversion, on passe à autre chose et une affaire chasse l'autre. On le vit chez nous, mais de façon absolument différente. Aujourd'hui, ceux qui se réclament du Trumpisme en France, ou qui n'osent pas le dire, mais qui le font vraiment, je pense en particulier à un certain nombre de partis d'extrême droite, mais ça vaut aussi pour d'autres pays voisins, eh bien, font la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient qu'ils ne sont pas suffisamment convaincants sur le terrain de la technicité, de l'expertise, de la complexité, du fait que rien, effectivement, ne peut se régler par un slogan ou par un claquement de doigts, eh bien, on passe à autre chose pour ne pas se faire mettre en difficulté sur les dossiers qui sont les plus compliqués. Je peux vous citer des exemples, mais vous les connaissez vous-même et vous le constatez à chaque fois que des leaders de partis populistes ou pas prennent la parole et dès qu'on met le doigt sur quelque chose qui est complexe, eh bien, on passe à autre chose, on esquive, on enjambe l'obstacle. Sur le Trumpisme à l'européenne, est-ce que Sylvie Matelli, vous souhaitez dire quelque chose? Et ça complète complètement ce que vient de dire François Clémenceau. Il y a une réalité, en fait. C'est-à-dire Trump, on a parfois l'impression qu'il n'a pas le micro et pas allumé. Merci. Pour compléter ce qui a été dit, ce qui se passe aujourd'hui en Europe semble presque une transposition de ce qui se passe aux États-Unis ou à Washington, alors même que Trump n'a pas été élu
ni à Bruxelles, ni par les citoyens européens. Il y a plusieurs éléments et plusieurs exemples pour illustrer ça. Vous avez d'abord un rapport qui est sorti récemment et qui pointait du doigt les financements qu'obtient un think tank qu'a mis en place Orban il y a quelques années déjà et qui aurait touché 1,4 milliard d'euros, en grande partie pour 80% des euros, des dollars qui arrivent directement de Washington et directement financés par la Heritage Foundation. Donc vous avez véritablement quelque chose qui est en train de se jouer en Europe aussi pour construire ce narratif et il ne se construit pas sur rien, il y a un terreau pour ça et bien évidemment ils l'ont tout à fait compris. Vous observez, deuxième exemple, vous observez aussi ces risques quand vous regardez les médias, quand vous regardez les chaînes de télévision, en France comme ailleurs, partout en Europe, où vous avez des chaînes qui défendent ce narratif-là, qui défendent, c'est même pas que du narratif, ce côté, cette dimension réactionnaire en fait, et cette vision réactionnaire du monde contre les femmes, contre les minorités, tout ce discours-là, il existe partout en Europe et tous les jours dans les médias et à la télévision, sur un certain nombre de chaînes info. Et encore une fois, ce n'est pas propre à notre pays, c'est vraiment très répandu en Europe. Et puis, vous avez un troisième élément, vous avez ce qui se passe aujourd'hui au Parlement européen, où vous vous rendez compte que les trois partis d'extrême droite, du plus modéré au plus conservateur, et en particulier le parti d'Orban, le parti du Rassemblement où est élu Jordan Bardella, donc les Patriotes pour l'Europe, qui ont finalement, qui ne sont pas du tout majoritaires, mais qui, par leur poids en étant réunis, mais même sans être réunis, arrivent à attirer vers eux la droite pro-européenne, la droite modérée, et à faire passer un certain nombre de textes. On voit aujourd'hui que on rediscute, on remet en cause le pacte vert. Alors au départ, dans une logique de simplification, ce qui est peut-être pas complètement idiot si on veut restaurer la compétitivité, mais quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a peut-être plus que de la simplification. Il y a peut-être aussi la volonté de tirer un trait sur tout ça. Après tout, le changement climatique, est-ce que c'est à nous de nous en occuper? Est-ce que c'est notre problème d'Européens? Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop? Et il y a un certain nombre de textes sur la responsabilisation du capitalisme qui ont été remis en cause très récemment. Donc on voit qu'on a tous ces éléments qui se somment et qui font qu'on est en train de transposer en Europe et peut-être de préparer demain en Europe un mouvement aussi puissant et aussi déstabilisant et aussi disruptif que ce qui se passe aux États-Unis. Marie-Cécile Naud. Oui, il y a plusieurs questions dans votre question. En fait, il y a la manière dont Trump essaie de faire diversion, etc. Je crois qu'il y a une très forte fascination pour l'objet Trump dans une partie des médias français, dans une partie, je ne dis pas les médias en général. C'est un bon client, c'est un faiseur de buzz, c'est un faiseur de polémique, il alimente l'économie du clic et les algorithmes. Donc, effectivement, on va parfois se délecter d'un certain nombre de choses qu'il peut dire, y compris avec des situations assez récentes qui, moi, m'ont choqué profondément. Par exemple, la manière dont on traite avec désinvolture l'affaire Epstein sur certains plateaux de télévision, comme si c'était des parties fines, comme si c'était amour, gloire et beauté, comme je l'ai entendu dans une émission. C'est quand même une affaire gravissime de pédocriminalité, de trafic sexuel de mineurs. Et bon, c'est traité un peu par-dessus la jambe dans certaines émissions par certaines personnes, parce que ça fait le buzz, etc. C'est Trump. Ensuite, le deuxième élément, c'est que il fait des émules parce que on se dit il est quand même revenu au pouvoir après tout ce qu'il a enduré. Et c'est vrai, c'est quand même un exploit politique après le passage à vide, etc. Le 6 janvier 2021 et ce que l'on sait de cet événement et du rôle qu'il a joué. Donc, ça donne envie à certains de faire finalement la même chose. Et puis, il y a une adhésion à ces idées sur le diplomatie de la prédation, sur le fait de vouloir écraser les adversaires politiques, d'avoir les pleins pouvoirs, etc. Et aujourd'hui, on a quand même assez de recul pour voir ce que c'est le trumpisme dans ses effets en politique étrangère, en politique internationale. Voulons-nous ça pour notre pays? Voulons-nous ça pour notre continent? Mais l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir. Merci beaucoup. Il y a sûrement d'autres questions. Le micro, vous pouvez vous lever. Merci beaucoup. En fait, vous identifiez plus facilement. Merci.
Bonjour, je m'appelle Céleste Nallet, je suis lycéenne en terminale à la Cité scolaire internationale. Cécile Audouin-Abeng, vous aviez parlé de peut-être reprendre le flambeau sur le American Way of Life. Peut-être que je me suis trompée, mais est-ce que c'est réellement envisageable et raisonnable pour l'Europe de reprendre un modèle économique pareil qui, à mon sens, de nos jours est plus vraiment, est de plus en plus remis en question et de moins en moins valorisé? Est-ce que ça, c'est vraiment une bonne idée ou est-ce que ce serait justement à questionner? Merci beaucoup pour votre question qui va me permettre de préciser ce que je voulais dire. C'était non pas de remplacer, de faire de l'American Way of Life, mais de faire de l'European Way of Life. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide et donc si les Américains ne souhaitent plus prendre le leadership de ce soft power qu'ils ont pris pendant si longtemps, eh bien, il peut être temps qu'on réfléchisse à la manière de le faire. C'est pour ça que je parlais de smart power. Hein. C'est cette idée qu'a beaucoup promu Hillary Clinton de combiner le hard. Là, on voit les budgets de défense qui augmentent en Europe et à juste titre, compte tenu du contexte de haute conflictualité actuelle, et de combiner ça avec le soft. Le soft en France, on appelle ça l'influence. Et justement, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, s'est enfin doté, il y a quelques années, il y a deux ou 3 ans, il me semble, d'une feuille de route de l'influence. C'est ce que font les Américains, c'est ce que je disais depuis des années, ce que eux ils appellent la diplomatie publique. Mais chez nous, en France, de la diplomatie française, ça a été longtemps assez mal perçu. En gros, les filles faisaient de la diplomatie culturelle et puis les garçons faisaient des affaires stratégiques et du nucléaire. Et aujourd'hui, on se rend compte que le monde évolue, que les puissances émergentes, justement, vont sur ce terrain aussi. La Chine multiplie les instituts Confucius, multiplie les bourses à l'égard des étudiants africains. Les Turcs font la même chose. Les Russes sont en train de se déployer, si on prend l'exemple du continent africain. Donc voilà, il faut trouver les moyens de promouvoir aussi, je crois que c'est Marie-Cécile Nave qui l'a dit, tout ce qu'on porte comme modèle porteur qui fait que des gens traversent encore la Méditerranée ou d'autres mers dans des conditions terribles pour rejoindre aussi ce que moi j'aime appeler le rêve français et le rêve européen. Je crois qu'il y a un modèle de rêve français et de rêve européen qu'on peut faire revivre. Mais quand je dis ça, c'est vrai que parfois ça paraît contradictoire. C'est-à-dire que en ce moment, on augmente les frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Est-ce que ça rentre exactement de manière compatible avec le fait d'être plus attractif et de promouvoir ce rêve français ou ce rêve européen? Je ne suis pas sûre, mais je suis convaincue que c'est ça l'enjeu vers lequel on doit se pencher. À destination de l'Afrique, à destination de l'Amérique latine. C'est un continent qui apprécie beaucoup l'Europe, avec lequel on a beaucoup de points communs, et bien sûr aussi avec l'Asie. La solution face à ces nouveaux rapports de force mondiaux ne peuvent pas être, selon moi, le repli sur l'Europe, mais au contraire, la capacité à définir de nouvelles alliances sur des nouveaux critères. Voilà. Sur les tarifs universitaires qui augmentent, j'ai presque envie de rajouter le prix des billets d'entrée au Louvre qui va augmenter pour les ressortissants extra-européens. Et Versailles aussi. Voilà, c'est... Alors, tout en haut de l'amphithéâtre, oui. Oui, bonjour, je m'appelle Édouard, je suis étudiant en droit à l'Université Grenoble. Alors tout d'abord, avant de du coup énoncer ma question, je voulais vous remercier pour votre pertinence, notamment intellectuelle sur le sujet, parce que c'est vraiment un sujet très intéressant et j'ai trouvé du coup vos remarques vraiment très très intéressantes. Et alors, je voudrais revenir sur un bref passage du coup qu'a abordé Madame Marie-Cécile Nave. C'est notamment par rapport au fait que du coup la sphère MAGA, donc Make America Great Again, est en train, un tant soit peu, de se fracturer, notamment avec tout d'abord l'affaire Epstein, du coup, qui, comme l'a précisé justement
Madame Nav, c'est, on va dire, traiter un peu par-dessus la jambe par rapport au fait que c'est donc Donald Trump et que c'est voilà, c'est leur sorte de leader et que bah, du coup, en voie de conséquence, il est intouchable. Mais est-ce que vous pensez quand même que bah, c'est quand même, bah, on va dire, annonciateur de ce que va être bah, du coup les midterms, c'est-à-dire que les démocrates, justement, qu'ils ont bah, connu un succès politique avec notamment le fait que Zoran Mamdani soit élu maire de New York, peuvent rebondir sur le fait de se dire que bah, la sœur Maga n'est pas si invincible que ça et que justement, on peut justement profiter de cette fracture en eux pour pouvoir bah, du coup espérer gagner bah, du coup la Chambre des représentants qui est pour une élection qui se déroulera donc dans 1 an. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez tous par rapport à ces élections. Je me permets de répondre puisque je suis citée dans votre question. 2 éléments de réponse très rapides. Oui, les midterms, à ce stade, sont quand même assez mal engagés pour les Républicains. Mais enfin, il peut encore se passer énormément de choses d'ici l'année prochaine. C'est quand même un grand chelem le 4 novembre dernier pour les démocrates, hein, à la fois en Virginie, New Jersey, New York, et puis la Cour suprême de Pennsylvanie, et puis aussi le référendum en Californie pour redessiner la carte électorale. Et puis avec une très forte participation, c'est-à-dire que la participation électorale chez les démocrates, qui est un des éléments de la défaite de Kamala Harris, c'est pas le seul, mais c'est un des éléments, eh bien, peut-être que la tendance est en train de se retourner. Et le deuxième élément de réponse, je suis pas sûre qu'il soit complètement liés. Enfin, c'est compliqué de lier les 2 éléments aussi rapidement aujourd'hui avec Epstein. Ça nous amène à parler d'un sujet qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé, mais qu'on ne peut pas parler de tout, évidemment, qui est majeur, c'est le rôle du conspirationnisme, le rôle de la désinformation, les théories du complot, qui aujourd'hui, en Amérique MAGA, se heurtent au mur du réel. Et le réel, ça cogne, comme disait Jacques Lacan. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses que vivent les gens dans leur quotidien, donc l'inflation, mais aussi peut-être la fin de leur assurance santé, le fait que leur voisin, la maîtresse d'école de leur enfant, leur employeur est arrêté de manière totalement arbitraire par la police, la milice ICE, y compris dans la famille de la porte-parole de la Maison-Blanche. Et donc, tous ces petits éléments font que, il y a une confrontation, une contradiction entre les promesses largement nourries de théories du complot sur l'Amérique est assiégée par des ennemis intérieurs, etc., et puis la réalité que vivent les gens, y compris chez les électeurs du Parti républicain. Donc, on va voir si l'ensemble de ces éléments se combinent, s'ajoutent, s'accumulent pour la perspective des midterms. En tout cas, on est assez inquiet dans le monde de Trump pour les élections de l'année prochaine. C'est pour ça qu'il charge à changer les cartes électorales de certains États et que très probablement, ils vont essayer de dissuader ou d'empêcher des gens d'aller voter dans certains territoires critiques. Merci Marie-Cécile. Sylvie Matelli. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, les Républicains vont se prendre une déculottée aux prochaines midterms. Je pense pour autant que ça ne changera pas grand-chose, en fait. Ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi? Je repense souvent ce constat qui avait été fait en son temps quand il était candidat à la présidentielle par Bill Clinton sur le fait « it's the economy stupid ». Ça veut dire qu'il n'y a que l'économie qui compte aux États-Unis. Et d'ailleurs, Donald Trump a gagné en partie en détruisant le bilan de Joe Biden, le bilan économique qui n'était pas si mauvais que ça. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, Donald Trump est le symptôme de quelque chose, c'est-à-dire de l'impression qu'ont les États-Unis depuis la population américaine depuis la crise de 2008, que la montée en puissance de la Chine menace, alors elle menace très certainement, et c'est déjà le cas, l'hégémonie américaine, mais qu'elle menace les États-Unis et l'économie américaine. Et il y a véritablement cette idée, et j'espère, je souhaiterais me tromper en disant ça, mais il est plus probable que les résultats des midterms, s'ils sont très défavorables à Trump, conduisent à encore plus d'instabilité et à une administration américaine qui va essayer par tous les moyens, y compris probablement des moyens très discutables sur le plan démocratique, à durcir encore plus sa politique que finalement à l'assouplir et à revenir à la raison. Et d'ailleurs,
vous noterez que lorsque Joe Biden arrive au pouvoir, il ne déconstruit pas ou il n'arrête pas la guerre commerciale qu'avait initiée Trump, il ne déconstruit pas, il ne réduit pas les droits de douane qu'avait imposé Donald Trump, il nous accorde, nous, Européens, un moratoire, mais sinon, il les maintient. Donc, on est dans une forme de continuité, on est dans une forme de paranoïa aux États-Unis avec cette idée qu'on a décrite à plusieurs reprises dans nos échanges, qu'aujourd'hui, s'il y a des acteurs économiques, s'il y a des pays qui gagnent dans le monde actuel, c'est que les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, sont en train de perdre. Et ça, c'est extrêmement important et ça n'est pas du tout rassurant. Et encore une fois, j'espère que je me trompe. Alors, voilà d'autres questions. Alors, une en haut et monsieur ici en bas avec une écharpe rouge. Bonjour. Ouais. Alors, allez-y, monsieur, avec votre micro et juste que vous attendiez Bonjour, d'en je avoir. suis Ahmed Ferrar. Ça fait bien longtemps que je suis plus étudiant, mais je suis très heureux d'être parmi vous. Sur le thème quelle influence sur l'ordre mondial, il me semble que tous les quatre, vous n'avez pas abordé l'influence sur le Proche et Moyen-Orient, alors que les États-Unis ont été pendant l'année 25 pardon, partie prenante d'un conflit où ils ont frappé l'Iran, qui est un pays majeur. Je voulais savoir aussi votre avis sur l'émergence d'un nouveau pouvoir en Syrie, le remodelage du Moyen-Orient et les liens très très étroits avec Mohamed Ben Salman. Je vous remercie. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est un peu par manque de temps et voilà, ça avait été la thématique d'autres émissions, mais voilà, on a 50 minutes et tout ne rentre pas dans 50 minutes. Mais merci justement d'avoir posé la question et je crois que François Clémenceau est prêt à vous répondre. Rapidement, quand je disais tout à l'heure que les États-Unis n'avaient pas de politique étrangère, ça s'illustre particulièrement au Proche et au Moyen-Orient. En fait, Donald Trump négocie des deals avec chacun des acteurs et des partenaires au Moyen-Orient sans qu'il y ait forcément une cohérence d'ensemble. La seule cohérence que vous pouvez voir jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, l'ensemble de ces politiques bénéficie plutôt évidemment à l'allié israélien, mais ce n'est pas si grave que ça si, eh bien, de temps en temps, on prenne ses distances avec Benjamin Netanyahou. Il aurait été logique que pour sa première visite au Moyen-Orient, il s'arrête d'abord en Israël. Je crois que c'était délibéré de sa part de ne pas y aller pour montrer qu'il n'était pas non plus l'obligé de Benjamin Netanyahou. Il veut absolument qu'il y ait une Arabie saoudite qui signe les accords d'Abraham, comme d'autres pays du Golfe l'ont fait, pour normaliser la relation avec Israël. Et il est prêt à tout pour ça. Et il est très déçu de voir que Ben Salman, lorsqu'il est venu à Washington, était toujours aussi récalcitrant pour le faire parce qu'il n'y a pas de solution politique au Proche-Orient sur la Palestine et sur l'État palestinien. Et donc, Donald Trump, encore une fois, eh bien, la réalité s'impose à lui. La réalité, c'est que tant qu'il n'y a pas d'État palestinien, les grands pays arabes de la région seront contre une forme de normalisation, ou en tout cas une normalisation active et efficace. Et puis, l'Iran, bah, évidemment, l'Iran, à ce stade, est le grand perdant de tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière. Et je pense que Donald Trump est assez satisfait de voir que la force, la paix par la force, c'est-à-dire anéantir l'adversaire pour pouvoir ensuite éventuellement négocier avec lui, il faut attendre de voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant, toutes ces actions-là n'ont mené ni à un Netanyahou qui accepterait d'accélérer la construction d'un État palestinien vivant côte à côte en paix et en sécurité avec Israël, n'a pas accéléré la capacité de l'État libanais à être pleinement en possession de ses moyens de souveraineté en désarmant le Hezbollah. Et Donald Trump dit, pourquoi vous ne désarmez pas le Hezbollah? Parce qu'on n'en a pas les moyens. Vous voulez les donner? Non, on ne vous les donne pas. Alors comment on fait? Donc, il n'y a pas de cohérence, encore une fois, là-dedans. Avec la Syrie, c'est la même chose. On discute avec la Syrie parce qu'on a intérêt à négocier avec la Syrie. Il s'en est fallu de peu pour que Donald Trump, pour la troisième fois, retire les forces américaines du nord-est de la Syrie où elles combattent, où elles travaillent avec les forces kurdes, mais parce qu'il ne voit pas à quel point c'est absolument crucial que des forces
américaines, françaises et autres soient présentes dans cette région-là, tant qu'elle n'est pas stabilisée, tant qu'il y a une présence de Daesh, tant qu'il y a du terrorisme, parce que pour le coup, ce serait évidemment pire si ces forces partaient, parce que la nature ayant horreur du vide, on a vu ce que ça a donné ailleurs, eh bien oui, le terrorisme revient. C'est pas seulement valable au Proche et au Moyen-Orient, c'est valable aussi, on en parlait tout à l'heure, au Sahel. Tout ça pour dire que la politique proche et moyen-orientale de Donald Trump, elle n'est pas aboutie, elle est en cours et il est certainement très frustré de voir que ça ne va pas suffisamment vite, que son fameux plan en 20 points pour Gaza qui a été négocié, renégocié et re-renégocié, eh bien pour l'instant ne donne toujours pas de possibilité de faire accélérer l'entrée des moyens humanitaires dans la bande de Gaza, n'accélère pas le processus politique, n'accélère pas la capacité de Benjamin Netanyahou de se rendre compte que sa politique en Cisjordanie est une catastrophe. Bref, wait and see, comme on dit. Et la perspective d'un État palestinien est plus éloignée que jamais sous l'ère Trump. Et ça rejoint cette question que j'avais posée, mais finalement je ne l'ai pas posée parce qu'on a manqué de temps, sur la question, l'influence religieuse conservatrice dans la politique étrangère américaine qui explique tout de même ce qui se passait, l'appui fait à Israël. Ce qui est très intéressant, en 2 mots, c'est de voir que le soutien des chrétiens évangéliques à Donald Trump est resté à peu près intact, mais précisément parce qu'il maintient son soutien de façon inconditionnelle à Israël. Mais deuxièmement, le soutien, pour le coup, de la communauté juive américaine à Donald Trump, là, pour le coup, c'est en train de s'effriter. Déjà que c'était quoi, à peu près 25 à 30% de l'électorat juif voté pour les républicains. Là, aujourd'hui, c'est en baisse parce qu'ils se rendent compte précisément bien, que la plupart des principes sont en train de s'effilocher et que aujourd'hui, la cause d'un État palestinien, non seulement elle est en marche dans la société américaine, chez les jeunes Américains, mais chez les jeunes Juifs américains aussi, on le voit notamment sur les campus, et ça c'est extrêmement important, et il semble que Donald Trump, ça lui échappe. Je voulais juste rajouter 2 mots sur la question religieuse au-delà de la question du processus de paix au Proche-Orient. Il y a cette conseillère très influente maintenant à la Maison-Blanche, la directrice du bureau de la foi, c'est comme ça que ce cabinet s'appelle. Et en fait, elle mène de plus en plus une diplomatie parallèle un peu partout dans le monde. Et on parlait notamment du continent africain sur les minéraux stratégiques. Mais cette dame est aussi très présente sur tout un tas de sujets et de conflits. Et il commence à se former une espèce de réseau de dirigeants africains qui sont pentecôtistes et qui, du coup, s'insèrent dans cette sphère Trump. C'est par exemple le cas du président de la RDC, et c'est notamment comme ça que les États-Unis ont pu se positionner dans la médiation entre la RDC et le Rwanda sur le conflit avec le M23. Et je pense que c'est peut-être là qu'on voit le plus la continuité dans le parti républicain façon Trump avec le parti républicain plus classique, où on a vu monter en puissance de plus en plus les petits partis sur les questions religieuses et conservatrices. Et Trump s'inscrit vraiment dans cette logique-là aussi. Monsieur. Oui, bonjour. Je suis Nicolas Klimov, retraité de l'industrie métallurgique. On traite un sujet qui parle d'une personne, de Trump. Vous avez cité quelques personnes aux États-Unis. Il y en a une qui n'a pas été citée, alors que dimanche soir, je l'ai vu à Genève être en fait la personne qui a dirigé la réunion entre l'Ukraine et les États-Unis et un peu l'Europe. C'est Marc Rubio. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur Marc Rubio? Si on ne l'a pas cité, c'est peut-être révélateur de son influence. C'est extraordinairement difficile pour lui, Voilà, qui est secrétaire d'État, de voir encore une fois que la politique étrangère américaine ne se fait pas sans lui, mais ne se fait pas uniquement avec lui, comme c'est souvent le cas dans les administrations républicaines ou démocrates, où le secrétaire d'État a une fonction extrêmement importante, où en fait c'est lui qui est la voix de la politique étrangère lorsqu'il se déplace à l'international. Et là, aujourd'hui, quand vous pensez qu'il est non seulement secrétaire d'État, mais qu'il est en même temps
conseiller national de la sécurité par intérim, puisque le précédent a été chassé, eh bien, vous vous dites que son influence aujourd'hui, oui, elle n'est pas extraordinaire. Donc, heureusement qu'il est là, parce que mine de rien, il fait partie de ces républicains traditionnels, ou en tout cas plus proches, j'allais dire, de la philosophie diplomatique de Ronald Reagan que de celle de Donald Trump. Mais en même temps, il a voué allégeance à Donald Trump. Donc, il est entre deux chaises, il fait ce qu'il peut, et on voit bien là que sur l'Ukraine, s'il n'avait pas été là, le fameux plan en 28 points de Donald Trump serait passé de façon beaucoup plus écrasante auprès des interlocuteurs ukrainiens que si il a apporté, il a écouté les Européens, il a fait la jonction entre les trois versions et celle qui aboutit. On va voir si ça marche. Parce que ce n'est pas lui qui va aller à Moscou pour négocier avec Poutine, hein. C'est Witkoff. Donc, c'est très compliqué pour lui. Il est pour l'instant quelqu'un qui essaye de sauver les meubles, mais pas avec un immense succès. Merci François. Alors, je sais que j'ai bien vu des mains se lever et en fait, il est 16h45 ou alors je me tourne vers les organisateurs pour savoir si on peut avoir du rap, mais je ne crois pas. Je suis vraiment désolée. Merci en tout cas pour toutes vos questions et puis votre présence ici.